Ils m'ont donné 10 minutes pour cesser d'être leur fils. 10 minutes pour emballer 17 ans de ma vie parce que ma petite amie était enceinte et que j'étais un gamin en classe de première qui avait fait une seule erreur. Je me souviens encore de la façon dont mon père a retourné notre photo de famille, la face contre terre, comme s'il m'enterrait vivant sans sépulture. Ma mère est restée là, les bras croisés, à me regarder traîner une valise sur le sol en marbre dont elle avait dit un jour que j'hériterais. Cette nuit-là, j'ai dormi sous un lampadaire au lieu d'un toit. 20 ans plus tard, ces mêmes parents sont entrés dans le hall de l'hôpital de mon fils, brandissant des cadeaux de marquer des faux sourires, l'appelant leur petit-fils. Mais ce qu'ils ont vu ensuite n'était pas le garçon qu'ils avaient abandonné. C'était l'homme que leur cruauté avait créé. Je m'appelle Maxence Leroy, et voici ce qui s'est passé lorsque le karma est finalement rentré à la maison. Avant de partager mon histoire, je veux savoir que vous êtes avec moi. Dites simplement « j'écoute » dans les commentaires ou dites-moi d'où vous venez. J'adore entendre jusqu'où mon histoire voyage. Parfois, même la plus petite connexion peut faire en sorte qu'une histoire soit entendue. Merci. Et maintenant, voici mon histoire. Et si mon histoire vous touche, si vous vous êtes déjà senti jeté mais que vous vous êtes battu pour revenir, abonnez-vous s'il vous plaît. Chaque histoire comme la mienne rappelle au monde que les secondes chances ne sont pas données, elles se méritent. Je m'appelle Maxence Leroy, et la nuit où j'ai cessé d'être le fils de quelqu'un a commencé avec la pluie qui tapait contre la vitre comme un conte à rebours, et je ne pouvais pas l'arrêter. Bordeaux sentait le bois mouillé et la cire à polir ce soir-là, le genre d'odeur qui s'accroche à la mémoire longtemps après avoir quitté un endroit. Le lustre de notre foyer en marbre brûlait trop fort, les cristaux dispersant la lumière à travers la pièce comme milieu me regardant m'effondrer. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber le 3e test de grossesse sur le marbre de Carrare. C'est positif, ai-je dit, ma voix plus petite que je ne l'avais jamais entendue. Camille, ma mère, n'a même pas tressailli. Elle a juste croisé les bras, ses bracelets en diamant captant la lumière. Pas de belle fille pour moi, a-t-elle murmuré. Et pas de petit enfant bâtard non plus. Mon père, Renaud Leroy, PDG de Leroy Transport Maritime, n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. Il s'est tourné vers l'horloge au-dessus de la cheminée, le vieux pendule se balançant comme un jugement. Tu as 10 minutes, a-t-il dit sèchement. Prends ce qui rentre. Laisse tes clés sur la table. Je les fixai, essayant de trouver un visage que je reconnaissais sous le masque de marbre qu'il portait. Papa, s'il te plaît, ai-je commencé, mais sa main était déjà sur la photo de famille qui trônait au-dessus de la cheminée. Il l'a retournée face contre terre. Le grincement du cadre contre la pierre a sonné comme un verdict. Camille a penché la tête comme si l'acte n'était qu'une corvée ménagère. J'avais envie de crier que Clara n'avait rien gâché, que je l'aimais, que je prendrais soin du bébé. Mais leur silence était un mur. Mon père a disparu à l'étage et est revenu quelques instants plus tard avec une petite valise en cuir, celle qu'ils avaient achetée pour mes visites d'université. Il l'a posée près de la porte d'entrée avec une précision clinique, puis a ajusté sa chevalière gravée aux armes de sa grande école. 10 minutes, a-t-il répété, vérifiant sa montre comme s'il chronométrait une réunion de conseil. Ma gorge me brûlait. Je me souviens d'avoir fixé mon reflet dans la vitre de l'horloge grand-père, mon visage déformé par sa courbe. Quelque part derrière moi, la femme de ménage planait dans le couloir, figée entre le devoir et la pitié. Camille a finalement parlé. Tu nous remercieras un jour, a-t-elle dit, comme si l'exil était une leçon de gratitude. J'ai fait mes valises à l'aveuglette, un sweat à capuche, un cahier, le stylo que mon père avait fait graver de mes initiales, ML. J'ai laissé les trophées, les certificats encadrés, la vie qui était censée signifier quelque chose. Lorsque la porte d'entrée s'est refermée derrière moi, le clic du verrou a été plus fort que le tonnerre. La pluie m'a trempé avant que j'atteigne le portail. La maison brillait derrière moi, les colonnes blanches luisantes comme des dents. J'ai pensé au portrait couché face contre terre sur la cheminée, au nœud de cravate parfait de mon père, au parfum froid de ma mère. 10 minutes. C'est tout le temps qu'il a fallu pour m'effacer. J'ai descendu le quai des Chartrons vers le fleuve, la valise cognant mon genou, l'eau s'infiltrant dans mes baskets. Quelque part dans cette obscurité, quelque chose s'est brisé et quelque chose d'autre, quelque chose de féroce, a commencé à prendre forme. Une pensée pour laquelle je n'avais pas encore de mots. Si jamais je les revoyais, je ne les supplierais pas de rester. Ce seraient eux qui demanderaient. Je me suis réveillé au bruit de pas et d'une voix aussi douce que la pluie avait été dure. Mon enfant,
Tu vas mourir de froid ici. Pendant une seconde, j'ai cru que je rêvais. L'aube à Bordeaux était grise et humide, et j'étais recroquevillé sous le kiosque du jardin public, ma valise servant d'oreiller. La femme qui se tenait au-dessus de moi portait un long manteau de cachemire. Ses cheveux argentés étaient soigneusement coiffés en arrière, un petit caniche blanc à ses pieds. Je me suis redressé, embarrassé par l'état dans lequel j'étais. Je vais bien, ai-je menti à travers des dents qui claquaient. Non, vous n'allez pas bien, dit-elle simplement. Ses yeux m'ont examiné de la façon dont une mère étudie une fièvre. Quel âge avez-vous ? 16 ans. Et où est votre maison ? Je n'ai pas répondu. Elle a soupiré, le genre de bruit qui portait à la fois de la lassitude et une décision. Alors, venez avec moi. Pierre et moi détestons prendre le petit déjeuner seul. Elle s'appelait Aurélia Montreuil. La voiture sentait la lavande et le cuir. Les sièges chauffants étaient un geste de pitié. Alors qu'elle nous conduisait sur le quai de la douane, la ville dormait encore, la lumière des lampadaires transformant les pavés mouillés en or. Sa maison, la maison Montreuil, se dressait sur un coin, enveloppée de magnolias, une vieille et grande bâtisse qui semblait attendre quelqu'un. J'ai perdu ma fille, dit-elle en déverrouillant la porte. Il y a 5 ans. Elle s'appelait Livia. Elle m'a conduit à l'étage, dans une pièce qui semblait figée dans cette perte. Un berceau assemblé dans un coin, un placard rempli de vêtements de maternité encore étiquetés. Je les ai fixés, ne sachant pas si je devais me sentir réconforté ou hanté. Aurélia a posé une main sur mon épaule. « Ceci est à vous maintenant », a-t-elle dit. Pas de questions, pas de conditions. Tout le monde mérite une seconde chance. Le premier petit déjeuner que j'ai pris là-bas m'a semblé irréel. Œufs brouillés, toast, thé chaud. L'argent a tinté contre la porcelaine, un son si ordinaire qu'il m'a fait souffrir. Pierre était assis à mes pieds, sa queue brossant ma cheville comme un battement de cœur. « Vous resterez », dit Aurélia comme si c'était déjà décidé. « Vous finirez vos études. Vous travaillerez quand vous pourrez. Je m'occuperai du reste. » J'ai voulu protester, lui dire que je ne le méritais pas, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Elle a seulement souri. « La gratitude suffira, mon cher, pas la culpabilité. » Plus tard, elle m'a fait visiter la maison, le bureau tapissé de livres de cuisine et de menus encadrés de ses restaurants, le couloir de photos de famille qui se terminait par un portrait de Livia jeune, les yeux brillants, les mains posées sur son ventre arrondi. Elle aurait eu un garçon, murmura Aurélia. Elle aimait les étoiles. C'est pourquoi le plafond de la chambre d'enfant est peint de constellations. Cette nuit-là, allongée sous ces étoiles peintes, j'ai pensé à Clara et au bébé qu'elle portait. J'ai pensé à la maison de mes parents, ses fenêtres encore lumineuses, et je me suis demandé s'ils se souvenaient même de moi. Avant d'éteindre la lumière, Aurélia s'est attardée dans l'embrasure de la porte. Depuis le jour où Livia est morte, dit-elle doucement, j'ai gardé cette pièce prête. Je ne savais jamais pour qui, jusqu'à maintenant. Elle a fermé la porte doucement, et pour la première fois en 3 jours, j'ai dormi sans crainte du matin. Quand je me suis réveillé, la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux. Pierre était recroquevillé à mes pieds comme un gardien. En bas, j'entendais le bruit de la vaisselle, le faible bourdonnement d'une radio. Pendant un long moment, je suis resté assis là, fixant le berceau dans le coin, la page blanche de mon cahier, et le stylo gravé. Aime-elle toujours à moi, toujours là. Je n'étais pas prêt à appeler la maison Montreuil, chez moi, mais en regardant autour de moi, j'ai réalisé que c'était le premier endroit qui ne m'avait pas demandé de partir. Debout devant le portrait de Livia plus tard ce jour-là, j'ai murmuré une promesse à la jeune fille sur la photo, à la femme qui m'avait sauvé, à l'enfant pas encore né. Je ne fuirai plus. Dehors, l'air sentait le magnolia et le sel. À l'intérieur, Pierre dormait sous le berceau. Le passé résonnait toujours, mais pour la première fois, sa voix s'estompait. La cuisine de la lanterne du quai était une tempête à elle seule, le métal qui s'entrechoquait, la vapeur qui montait. Le rythme des couteaux sur les planches a découpé comme un battement de tambour qui ne s'arrêtait jamais. J'ai commencé par le bas, frottant les casseroles et empilant la vaisselle jusqu'à ce que mes bras soient douloureux. Aurélia a insisté pour que j'apprenne chaque poste avant de toucher à la caisse. « Tu veux construire quelque chose de réel, Max ?» dit-elle, essuyant la farine de ses mains. « Tu l'apprends à partir du plancher. » Alors, je l'ai fait. Le jour, je nettoyais les pièges à graisse et transportais des caisses de produits. La nuit,
j'étudiais en ligne pour mon baccalauréat avec le même stylo que mon père avait gravé des années auparavant. Son corps en métal était maintenant rayé, les lettres ML, toujours visibles sous la lumière. Ce stylo était la preuve que j'existais avant qu'il ne m'efface. Aurélia dirigeait son empire de restaurant comme un orchestre silencieux. Chaque son avait un sens. Le sifflement de la sauce, le tic-tac des minuteurs, le grattement doux de son crayon alors qu'elle équilibrait les marges bénéficiaires dans le grand livre. L'argent est mémoire, m'a-t-elle dit un jour. Garde une trace de là où il va et tu sauras qui est loyal. Elle m'a montré comment lire les factures, calculer les pertes et suivre les coûts de main-d'œuvre. Je n'ai jamais compris comment la grâce et la discipline pouvaient tenir dans la même personne avant de l'avoir transformé l'échec en rituel. Un soir, alors que je fermais le restaurant, j'ai rencontré Théo Mercier. Il était là pour mettre à jour le testament d'Aurélia. Il avait l'air trop jeune pour être avocat, ses manches retroussées, ses cheveux tombant légèrement sur son front. Quand Aurélia est montée chercher des documents, il s'est attardé près du comptoir où je totalisais les reçus. « Vous êtes son apprenti ?» a-t-il demandé. « Quelque chose comme ça, ai-je dit. Elle m'a sauvé la vie. » Il a hoché la tête, scannant le grand livre sur lequel j'avais travaillé. « Vous êtes bon avec les chiffres, » a-t-il dit, puis il a ajouté doucement, « Heureusement, les chiffres ne mentent jamais. » Nous avons parlé pendant 1 heure de l'école, des cours en ligne et du genre de liberté qui accompagne un diplôme. Il n'a pas fouiné. Il n'a pas eu pitié de moi. Ce silence de compréhension était plus réconfortant que n'importe quel sermon. L'hiver est arrivé lourd cette année-là. Clara était enceinte de 8 mois et travaillait toujours à temps partiel dans un bistrot près des quais. La nuit où la tempête a frappé, la ville a gelé sous la glace. J'étais en train de terminer mon service quand Aurélia a appelé. « Elle est en train d'accoucher », a-t-elle dit. « Rejoins-nous à l'hôpital Saint-André. » Je me souviens avoir couru dans des rues qui scintillaient de glace, mon souffle déchirant l'air. Quand j'ai fait irruption à l'hôpital, le visage de Clara était pâle, ses cheveux humides de sueur. Aurélia lui tenait la main, murmurant quelque chose sur la force qui est plus forte que la douleur. 18 heures se sont écoulées, des flashs, des machines qui bipent, des infirmières qui appellent les heures, l'odeur métallique de l'antiseptique mêlée à la pluie. À l'aube, lorsque la tempête s'est calmée, un cri a brisé la pièce, brut et parfait. Clara m'a regardé, les yeux mi-clos, et a dit « Il s'appelle Séraphin ». J'ai hoché la tête, incapable de parler. Aurélia a coupé elle-même le cordon ombilical lorsque Clara le lui a demandé. C'était comme regarder un cercle se fermer. Une femme donnant la vie, une autre rendant ce que la vie avait pris. Nous l'avons enregistré sous le nom de Séraphin Bellamy Leroy. J'ai signé les papiers avec des mains tremblantes, le stylo pressant trop fort contre le formulaire. Dehors, la neige tombait en spirale paresseuse. Aurélia a touché mon épaule. « Vous êtes père maintenant ?» a-t-elle dit. Ne laissez pas la peur vous rendre petit. De retour à la lanterne du quai, j'ai repris les équipes de nuit. Je berçais Séraphin pour qu'il s'endorme le matin avant les cours et berçais Emmanuel à côté de son berceau pendant qu'il rêvait. La cuisine est devenue ma deuxième maison. La chaleur et le bruit, un rappel que la survie avait un son. Le tablier déchiré que je portais des taches de sauce tomate, d'huile et de sueur, preuve que je construisais quelque chose avec mes mains. Le testament d'Aurélia continuait de changer chaque année, ajoutant de nouveaux noms, protection, instructions. Elle disait que c'était pour pérenniser l'amour. Quand Séraphin avait quelques semaines, Théo est passé avec plus de papier. Il m'a tendu une liste écrite en script juridique soigné. « Gardez ces documents en sécurité », dit-il doucement. Acte de naissance, bail, dossier de travail, tout ce qui prouve la continuité. S'ils reviennent un jour, vous aurez besoin de preuves. J'ai froncé les sourcils. Si qui revient? Il a hésité. Vos parents, a-t-il dit finalement. Ils ne vous ont pas seulement jeté dehors, Max. Ils ont déposé une demande d'émancipation. Les mots m'ont semblé irréels. Je ne savais pas alors que ces papiers deviendraient un jour mon bouclier. Cette nuit-là, pendant que Séraphin dormait dans le berceau qu'Aurélia avait gardé près pendant des années, j'ai fixé le plafond peint de constellations et écouté sa respiration. Peur et joie se tordaient ensemble comme la météo dehors. Aurélia a jeté un coup d'œil, murmurant « Dors maintenant. Demain, tu feras le petit déjeuner. » Pierre, le vieux caniche, s'est blotti près de mes pieds. Pour la première fois depuis des mois, je ne courais pas. Je restais.
Le temps s'est écoulé en un montage, les premiers pas de Séraphin entre les tables de la lanterne du quai. Mon certificat de baccalauréat scotché au réfrigérateur. Les conversations nocturnes avec Théo se transformant en une compagnie tranquille. Nous n'étions plus seulement des survivants. Nous étions une famille qui s'était construite à partir de cendres et de farine. Pendant 20 ans, la paix était devenue une routine. La lanterne du quai prospérait. Les restaurants d'Aurélia s'étendaient à travers la région et Séraphin est devenu le genre d'homme sur lequel on écrit des articles. Il avait 20 ans maintenant, chef de la chirurgie cardiaque pédiatrique à l'hôpital Saint-André, un prodige en tenue de bloc qui faisait des miracles avec une méthode clinique. La vie s'était installée dans quelque chose de doux, les matins au bord du fleuve, le dîner avec Théo, la maison résonnant de calme au lieu de fantômes. Puis, un soir, alors que je hachais des herbes pour le ragoût, j'ai entendu mon propre nom de famille à la télévision. Le docteur Séraphin Bellamy Leroy. L'animateur a annoncé, le plus jeune innovateur cardiaque de la région. L'écran s'est rempli de sa photo, lui souriant dans sa tenue chirurgicale bleue. Le sous-titre brillait en dessous, le fils unique de la prestigieuse famille Leroy. J'ai gelé, le couteau immobile dans ma main. Je n'avais pas entendu cette phrase, la famille Leroy, depuis 2 décennies. Théo est entré de son bureau, a vu mon visage et s'est tourné vers la télévision juste au moment où le segment suivant jouait, mes parents, Renaud et Camille, à un gala de bienfaisance à Bordeaux, donnant des interviews sur à quel point ils étaient fiers de leur brillant petit-fils. Au matin, l'histoire était partout. Des publications sur les réseaux sociaux, des communiqués de presse, des photos de mon père serrant la main des donateurs de l'hôpital. Puis est arrivé le colis livré à l'hôpital, boîte en acajou, ruban doré, à l'intérieur une Rolex, un stylo Montblanc et une première édition de Grey's Anatomy. La note disait « De vos grands-parents affectueux ». Séraph l'a ramené à la maison, la confusion écrite sur son visage. « Papa, devrais-je les remercier ?» a-t-il demandé. J'ai fixé la montre brillant sous la lumière de la cuisine. « Personne ne donne de cadeaux par amour, ai-je dit, quand la dernière chose qu'ils vous ont donnée, c'était la porte. » Quelques nuits plus tard, une réservation est apparue à la lanterne du quai sous le nom d'Alain et Claire Winslow. Quelque chose en moi le savait déjà. Quand je suis entré dans la salle à manger, je les ai vus immédiatement, la bague émeraude de Camille captant la lumière, la posture de Renaud aussi rigide que son costume. Ils semblaient plus âgés, mais inchangés dans leur essence, polis comme du marbre, creux comme lui aussi. J'ai approché leur table comme s'ils étaient n'importe quel client. « Bonsoir », ai-je dit calmement. « Puis-je vous apporter quelque chose pour commencer ?» Mon père a levé les yeux, son expression illisible. « Nous devons parler de votre fils », a-t-il dit. « C'est votre petit-fils, ai-je répondu. « Et vous avez eu votre chance il y a 20 ans. » Ma mère a redressé son collier de perles. « Nous avons fait des erreurs, mais la famille reste la famille. »« Pas celle-ci », ai-je dit doucement. « Nous ne servons que de la nourriture ici, pas le pardon. » Puis je me suis éloigné, les laissant assis en silence sous le lustre qu'Aurélia avait choisi elle-même. Une semaine plus tard, Camille est passée sur FR3 Aquitaine. Sa voix tremblait parfaitement pour la caméra. « Nous voulons juste faire amende honorable », a-t-elle dit, tapotant des larmes qui ne coulaient jamais. « Nous pardonnons à notre fils. » La famille retrouve toujours son chemin, Théo et moi regardions depuis le salon. Il a mis la vidéo en pause et a souri ironiquement. « Il vous pardonne », a-t-il dit. « Ce n'est pas de la grâce. C'est un aveu. » En quelques jours, les journalistes ont encerclé Saint-André. Ils ont appelé Séraphin l'héritier prodigue, spéculant sur les réconciliations familiales. Il est rentré épuisé, toujours en tenue de bloc. « Papa » a-t-il demandé, « qui sont-ils vraiment ?» Je l'ai regardé, la stabilité dans ses yeux, et j'ai senti le poids de chaque secret que j'avais porté. « Ce sont des gens, ai-je dit finalement, qui ont choisi la réputation plutôt que l'amour. » Il a hoché la tête lentement, ne pressant pas davantage. Mais ce silence entre nous était lourd, chargé de questions auxquelles il exigerait des réponses un jour. Je suis resté éveillé cette nuit-là, fixant le plafond, le bourdonnement de la ville dehors se mêlant au son de mon rythme cardiaque. Le passé ne frappait plus seulement. Il défonçait la porte d'entrée. Théo a fermé son ordinateur portable, plus tard, se tournant vers moi avec cette précision calme à laquelle j'avais appris à faire confiance. « Ils viennent de faire leur plus grosse erreur », a-t-il dit. En disant qu'ils vous pardonnent, ils ont admis qu'il y a quelque chose à pardonner. J'ai expiré,
mes mains tremblant légèrement. Alors cette fois, ai-je dit, on ne court pas, on se bat. Il a tendu la main à travers la table et a pris la mienne. Pas selon leurs conditions, a-t-il dit. Selon les vôtres. Alors que la nuit s'épaississait, je me suis tenu près de la fenêtre, regardant le fleuve bouger, lent, régulier, inarrêtable. Le reflet des lumières de la ville scintillait sur l'eau, pliant mais ne se brisant jamais. J'ai alors réalisé que le champ de bataille n'était plus à l'extérieur. C'était le nom que j'avais essayé d'enterrer, le sang qui ne voulait pas rester silencieux, les fantômes qui avaient confondu le pardon avec la propriété. Les Leroy voulaient un héritage. Je voulais la paix. Et un seul d'entre nous pouvait avoir les deux. L'appel est arrivé à 2 heures du matin. L'heure où la ville oublie de respirer. J'étais au bureau de Montreuil et Associés, la machine à café bourdonnante, les feuilles de calcul ouvertes, lorsque le nom de Renaud a illuminé mon écran. J'ai laissé sonner jusqu'à ce que la messagerie vocale se déclenche. Sa voix s'est déversée, chaude comme du Bordeaux. Je veux juste rencontrer mon petit-fils. J'ai supprimé avant que la phrase ne soit terminée. 1 heure plus tard, les nouvelles du matin ont diffusé un segment flou. Des parents milliardaires demandant pardon. Éclairage doux comme de la perle. Camille penchée vers la caméra comme une sainte repentante. J'ai coupé le son de la télévision et j'ai fixé le fleuve à travers la fenêtre jusqu'à ce que Théo fasse glisser un épais dossier sur le bureau. Ils viennent d'ouvrir le portail, a-t-il dit. Entrons. Il a ouvert le coffre-fort de la maison Montreuil, a sorti une enveloppe scellée et a posé un scan notarié sous la lampe. L'entête avait une date gravée en moi comme une marque, 2005. Renonciation à tous droits et responsabilités parentales envers Maxence Leroy et toute progéniture, néo à naître. J'ai tracé les signatures avec mes yeux, ne touchant pas le papier, comme si la peau pouvait contaminer la vérité. Les initiales grasses de Renaud. Les boucles soignées de Camille. Ce n'était plus la mémoire qui me punissait. C'était l'encre. Mon email a sonné. Owen Blake. Objet, on devrait dire la vérité à Séraph. Je regrette tout. J'ai failli rire. Théo a parcouru les entêtes, a tapé une clé et a tourné l'ordinateur portable vers moi. Envoyé depuis une adresse interne de Leroy Transport Maritime, a-t-il dit. Il ne se repent pas. Il facture. Nous avons creusé plus profondément. Un fil enterré entre Owen, Renaud et Camille. Langage habillé de l'incorporatif sur la réhabilitation et l'héritage. Maxence est sentimental, lisez une ligne. Pousser sur la famille. Offrir 5 millions et un siège au conseil. Il y avait une pièce jointe étiquetée plan de restauration d'image. Un paiement d'un demi-million de dollars à Owen pour jouer le rôle du père contrit. Ce n'était pas une réunion qu'il voulait. C'était un lancement de produit. J'ai trouvé Séraphin endormi sur un canapé en vinyle dans la salle familiale de l'hôpital, toujours en tenue de bloc après un quart de 20 heures. Quand j'ai touché son épaule, il s'est réveillé instantanément. Tout concentré. Papa, a-t-il dit. Ils ont envoyé plus de cadeaux. Il a hésité. J'ai vérifié mon dossier et mes registres de naissance. Il y a un nom sous père. Il a dégluti. Owen Blake. La pièce est devenue trop petite pour nos 2 battements de cœur. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? J'ai choisi la phrase la plus difficile. Parce qu'ils ne t'ont pas mérité. Il a maintenu mon regard, blessé, coupant et clair. Et puis quelque chose de plus stable s'est levé derrière. Alors dis-le-moi maintenant, a-t-il dit. Pour que je puisse protéger maman. Pour que je puisse protéger ce que mamie Aurélia a construit. Pour la première fois, il a appelé Aurélia, mamie, sans s'arrêter pour le mesurer. De retour à la maison, Théo a aligné les preuves sur la table comme une carte. La renonciation, les emails, le calendrier de paiement. C'est plus que du harcèlement, a-t-il dit. C'est une campagne coordonnée pour se faire de la publicité sur le nom de votre fils. Il a ouvert un autre fichier, protégé par mot de passe, estampillé du blason de la succession d'Aurélia. La vidéo a clignoté, Aurélia à son bureau dans un foulard en soie. Les yeux brillants, la voix inébranlable. Mon chéri, a-t-elle dit comme si elle pouvait voir à travers le temps, s'ils reviennent. Rappelle-toi, le papier est une épée. La justice n'est pas la gentillesse. La justice est la lumière. Le langage du testament sous la vidéo était sobre et létal.
Toute personne qui m'a abandonné ou les miens perd toute réclamation, argent, propriété, marque, avantages futurs. Il n'y aurait aucun moyen d'acheter leur chemin dans nos vies avec des dons et des séances de photos. Je suis sorti prendre l'air. Le vent a fait onduler le fleuve, coupant le néon en rubans mouvants. J'ai pensé à ce foyer en marbre, à cette horloge, à cette valise. Ils m'ont poussé dehors en 10 minutes, ai-je dit quand Théo m'a rejoint. Je leur donne 10 minutes pour voir la vérité. Il a hoché la tête. On commence par le gala, a-t-il dit. S'ils veulent une scène, nous leur en donnerons une avec toutes les lumières allumées. J'ai regardé la maison où Séraphin dormait et j'ai senti la peur céder la place à la détermination. La justice n'allait pas frapper. Je vais ouvrir la porte et la faire entrer. Nous avons regardé la deuxième vidéo d'Aurélia cet après-midi-là. La pièce baignée d'ambre par la lampe Tiffany. Elle riait de cette manière douce qu'elle avait quand elle était sur le point de dire quelque chose de tranchant. S'ils reviennent, a-t-elle dit, offrez-leur une scène. Ils feront le reste. Théo a mis l'image en pause sur son sourire et a exposé le plan. Gala médical de Bordeaux, public présent, preuves contrôlées, chaque document authentifié est prêt. Nous n'embusquons pas, a-t-il dit. Nous clarifions. J'ai écrit les invitations à la main. Cher monsieur et madame Leroy, veuillez vous joindre à nous pour le lancement de la Fondation Aurélia Montreuil et être reconnu pour la place de votre famille dans notre histoire. Pour Owen, votre présence est requise pour la clarification de la parenté et pour clore toutes les questions restantes. Chaque enveloppe portait un sceau de cire, le blason d'Aurélia pressé dans le rouge foncé. À côté de la papeterie, Théo et moi avons construit un portefeuille, la renonciation originale avec ses marques de témoins, la chaîne de mer imprimée avec les en-têtes du serveur, le plan de restauration détaillant le paiement et un projet d'ordonnance d'interdiction prêt à être déposé. Rien de dramatique, juste la lumière. Une infirmière de Saint-André a appelé ce soir-là, la voix nerveuse. Camille a approché le bureau de la fondation, a-t-elle dit. Elle offre un don de 12 millions si nous facilitons l'accès à la famille. Théo n'a pas scié. Alors nous facilitons, a-t-il dit calmement au coordinateur. Veuillez les placer à la table 1, devant l'écran principal. L'infirmière a expiré, à moitié scandalisée, à moitié soulagée. Je peux faire ça. Au dîner, Séraphin a repoussé son assiette, agité. Doit-on aller aussi loin, a-t-il demandé. Peut-être qu'ils ont vraiment changé. J'ai tendu la main vers la sienne. Le remords ne commence pas avec des caméras, ai-je dit. Et il ne se termine pas avec un hashtag. Il a baissé les yeux, a hoché la tête et a finalement dit oui pour prononcer le discours principal. Il n'a pas demandé ce qui se passerait après. Il faisait confiance à la forme de notre silence. Vers minuit, ma boîte de réception a sonné à nouveau. Owen avait envoyé un lien et une seule ligne, c'est tout. Le fichier était une vidéo enregistrée de salle de conférence. Renaud à la tête d'une table polie. Camille à son épaule. Un diaporama derrière eux. Il lisait, puis se reprenait, Initiative Héritage Leroy. Nous récupérons le récit. Renaud a dit, petit-fils sur scène, photo de réconciliation, bonne volonté préintroduction en bourse. Il parlait dans la grammaire propre du commerce d'un être humain qui avait dormi sous un lampadaire parce qu'ils avaient dit à son père de partir. Théo l'a regardé une fois, a rembobiné et a regardé à nouveau, son cerveau d'avocat se mettant en place. Remerciez-le, a-t-il dit sèchement. Leur meilleure pièce vient de devenir la nôtre. Il a atteint le coffre-fort une dernière fois et a sorti un document que je n'avais pas vu auparavant, une étroite enveloppe avec l'écriture manuscrite d'Aurélia. C'était une procuration finale, subordonnée à une seule condition, au moment où Séraphin prononcerait son discours, le contrôle de 15 millions d'euros d'actifs, et des participations Montreuil et associés, serait transféré à la Fondation Aurélia pour les jeunes parents, avec Séraphin comme directeur exécutif. La structure du conseil verrouillée, le langage des bénéficiaires scellés, les contestations pré-répondues. Personne ne peut détourner ce qui n'est plus à nous, a dit Théo. Cela appartient à la mission. J'ai marché dans la maison après minuit, comme j'avais l'habitude de marcher dans la salle à manger avant le service, vérifiant les coins, dressant les tables d'une vie. Dans la chambre d'enfant qui avait autrefois abrité un berceau, le vieux lit de pierre était toujours sous la fenêtre. J'ai entendu la voix d'Aurélia dans le calme, « Garde ton grand livre à jour ». Dans le couloir, j'ai fait une pause devant la photo de famille que nous avions prise à Noël dernier. Moi, Séraphin, Théo, bien droit dans son cadre. Pas de marbre,
Pas de brillance, juste 3 personnes qui sont restées. Le matin a apporté un ciel pâle et l'odeur du fleuve. J'ai pressé les seaux de cire sur les 2 dernières enveloppes et empilé le dossier de preuve à côté d'elles. Les invitations semblaient presque belles. La calligraphie courbée sur du papier épais, les timbres rouges séchant comme de petits cœurs. Sur la carte supérieure, dans la marge inférieure, j'ai écrit la ligne avec laquelle Aurélia terminait ses lettres, pour la famille, pour la vérité. Je savais qu'il viendrait. Le mot « héritage » est une cloche. Les gens comme mes parents ne peuvent s'empêcher de répondre. Et lorsque les lumières se lèveraient sur cette pièce, il n'y aurait plus de performance, seulement du papier et du temps et 10 minutes pour regarder ce qu'ils avaient signé. Le centre de convention du front de mer scintillait comme une boîte à bijoux lorsque nous sommes entrés. Des lustres jetant des étoiles sur le marbre, du jazz bourdonnant juste en dessous du bavardage de 500 invités. La main de Théo a trouvé le bas de mon dos alors que nous traversions le foyer. À l'extrémité, mes parents jouaient déjà, Camille en Chanel blanc et perle, Renaud en laine bleu nuit. Serrant la main des journalistes comme si les 20 dernières années n'étaient qu'un problème d'emploi du temps. Séraphin est sorti derrière nous en tenue de bloc bleu sarcelle au lieu d'un smoking et la pièce a changé, les murmures s'enflammant comme des allumettes. Je me suis penché vers lui. Tu as choisi le bon uniforme. Il a hoché la tête une fois et a pris la scène. Ce soir, a-t-il dit, la voix stable dans le silence. Je veux parler de la famille. Non pas celle dans laquelle vous naissez, mais celle qui reste quand vous tombez. La lettre derrière lui s'est éclairée du portrait d'Aurélia et des mots « La famille est un choix ». Applaudissements polis, puis silence alors que Séraphin racontait l'histoire d'un garçon de 16 ans jeté dehors pour avoir mis quelqu'un enceinte. J'ai senti l'air se tourner vers la table 1. Les jointures de Renaud ont blanchi autour d'une flûte. La main de Camille étranglait son mouchoir monogrammé. S'ils ont donné 10 minutes à mon père pour disparaître, a dit Séraphin, ce soir, je leur donne 10 minutes pour entendre la vérité. L'écran a clignoté sur Aurélia à son bureau, foulard noué, yeux brillants. Si vous êtes là, Renaud et Camille, soyez les bienvenus. Écoutez l'horloge. 10 minutes, c'est très rapide. La pièce est devenue assez silencieuse pour entendre la respiration des caméras. Théo a monté les marches avec la mallette en cuir. Il n'a pas dramatisé. Il a simplement posé la renonciation originale sous la caméra à document et a zoomé sur les signatures. Renonciation à tous droits et responsabilités parentales envers Maxence Leroy et toute progéniture, néo à naître. Il a ensuite lu la clause 6 qui enchaînait leurs décisions à chaque génération. L'onde de choc a traversé la salle. Les journalistes ont levé leurs objectifs à l'unisson. C'est fabriqué, a claqué mon père, se levant à moitié. Théo ne l'a pas regardé. Vous avez validé ce document exact il y a 3 mois lorsque vous l'avez transmis à Monsieur Blake. La lettre s'est remplie de mais, d'objets, de dates, de la phrase sur le fait d'appuyer sur les bons boutons. Les 500 000 € de retenue pour une performance de rédemption. Owen a fixé la nappe comme si elle allait l'avaler. Un murmure a gonflé, indignation, reconnaissance, le son que fait une pièce lorsqu'un masque tombe d'un coup. J'ai avancé à côté de mon fils et j'ai pris le micro. Il y a 20 ans, ils m'ont donné 10 minutes pour effacer mon nom de leur maison, ai-je dit. Ce soir, j'en ai besoin de 10 pour leur rappeler que le papier pèse plus lourd que le sang. 2 agents en uniforme et un huissier sont descendus dans l'allée alors que les lumières de la salle s'élevaient. L'horloge murale au-dessus du balcon a atteint 20h47. Lancez le compte, ai-je dit. L'un des officiers a remis les ordres d'urgence. Pas de contact, pas d'approche. 150 mètres. Camille a craqué la première, les larmes coulant enfin. Nous allons vous poursuivre, a aboyé Renaud, le rouge montant sur son cou. Théo n'a même pas élevé la voix. Vous venez de vous poursuivre vous-même. La caméra 7 s'est rapprochée de la table 1. Une forêt de téléphones s'est inclinée pour capturer l'épave. Les officiers se sont écartés pour les laisser partir par leurs propres moyens. 6 minutes, a dit Théo d'un ton modéré, vérifiant sa montre. Ils ont défilé devant les donateurs qui ne voulaient pas croiser leurs regards, devant les membres du conseil qui avaient soudain de nouvelles priorités. Aux portes, mon père s'est retourné comme pour dire quelque chose qui aurait pu défaire le temps. Puis a revu son nom sur les papiers et a continué de marcher. La salle s'est levée et a applaudi non pas à cause d'une punition, mais parce que la lumière avait finalement atteint tous les coins. Lorsque les portes se sont scellées, Séraphin m'a fait face, sa bouche, une ligne qui n'était plus en colère. Maintenant, je comprends la limite,
a-t-il dit. Pas pour la vengeance, lui ai-je dit, baissant le micro, pour la prévention. Les lumières de la scène sont passées du blanc à l'ambre et l'écran a changé pour le blason de la Fondation Aurélia Montreuil. Les applaudissements se sont adoucis en attention alors que le programme avançait, non pas autour de l'épave, mais à travers elle. Le cycle de l'actualité a fait son travail dans les 3 semaines qui ont suivi. L'action de Leroy Transport Maritime a chuté de 30% après que le scandale familial se soit propagé sur toutes les chaînes économiques. Le conseil d'administration a convoqué une session d'urgence et a escorté mon père hors de sa propre salle de conférence à l'heure du déjeuner. Camille s'est retirée de tous les comités qui avaient autrefois annoncé son nom avec des trompettes. En ligne, un surnom leur est resté collé comme la pluie à la brique, les parents de 10 minutes. Un autre bas d'écran a couru sous la photo d'identité d'Owen, faisant face à une enquête fédérale liée à la dissimulation de faillite. Je n'ai pas célébré. J'ai senti quelque chose s'installer dans le monde, comme une chemise qui va mieux une fois que vous avez coupé l'étiquette. Une lettre est arrivée de l'église Saint-Jacques sur du papier cartonné adressé au Leroy avec une demande de se retirer de la direction pour des conflits avec les valeurs déclarées. Théo l'a lu et m'a donné le fantôme d'un sourire. La gravité, a-t-il dit. Ça fonctionne. Au tribunal, les ordonnances temporaires sont devenues permanentes. Le ton du juge était académique. Son langage exact. L'original, la chaîne de mai, la vidéo d'Aurélia, l'enregistrement de la salle de conférence, chaque pièce imbriquée dans la suivante jusqu'à ce qu'il n'y ait plus nulle part où se tenir. Ils peuvent faire appel, a dit Théo alors que nous sortions sous un ciel bleu de Bordeaux, mais les originaux certifiés et la clarté d'une femme décédée sont difficiles à contester. Nous avons déposé notre dernière série de frais et j'ai signé le transfert de mes actions restantes de Montreuil et associées à la fondation. La propriété a glissé dans la mission exactement comme Aurélia l'avait prévu. La première pierre du centre Aurélia Montreuil a été posée un samedi ensoleillé, le fleuve jetant des pièces de lumière contre les pilotis. 20 appartements pour jeunes parents. Garde d'enfants sur place. Une salle d'études avec un plafond peint en étoile comme la chambre d'enfant où mon fils a dormi. Séraphin a parlé à la petite foule non pas comme un prodige mais comme un homme qui avait marché sous la tempête. Il y a 17 ans, a-t-il dit, mon père a dormi sous un auvent. Ce soir et toutes les nuits après l'ouverture de ce centre, l'enfant de quelqu'un d'autre n'aura pas à le faire. Je l'ai regardé et j'ai senti quelque chose en moi pour lequel je n'avais jamais eu de mots se relâcher et se soulever. Ce soir-là, nous avons mangé sur le porche arrière, du poisson grillé que Séraphin avait parfaitement saisi, une bouteille de vin que nous gardions sans raison particulière. Le fleuve respirait, les cigales cousaient un bourdonnement léger à travers l'obscurité. J'ai pris une mince bague en argent de ma poche, vieille comme mon premier grand livre, simple comme une promesse. Aurélia m'a dit de dire ce que je veux, ai-je dit à Théo, les paumes ouvertes. Tu veux rester officiellement? Il a ri comme un homme le fait quand il est déjà chez lui. Je suis resté depuis la première fois que tu as dit merci. La bague s'est glissée en place comme une clé trouvant la bonne serrure. Plus tard, dans la lumière douce du salon, j'ai allumé une bougie sous le portrait d'Aurélia. Tu avais raison, lui ai-je dit. La justice n'a pas besoin d'une lame. Elle a besoin d'un interrupteur. Sur la console, nous avions une nouvelle photo, moi, Séraphin et Théo, les épaules se touchant, les yeux sans défense. Le cadre posé bien droit comme s'il avait toujours été là. Le vieux stylo avec mes initiales se trouvait à côté. Ses rayures brillent maintenant d'un certain éclat. J'ai pensé aux 2 horloges qui avaient mesuré ma vie. L'horloge grand-père qui a regardé un garçon s'engager sous la pluie et l'horloge de la salle de bal qui a regardé ceux qu'il avait envoyés dehors s'éloigner. 20 ans d'écart, les mêmes aiguilles avançant dans une seule direction. Ils m'ont donné 10 minutes pour disparaître. Je leur ai donné 10 minutes pour regarder ce qu'ils avaient signé. Le sang m'avait trahi. La gentillesse non. Et le fleuve, indifférent et fidèle, continuait de couler vers le seul endroit qu'ils connaissent, en avant, là où est la lumière. Certaines histoires ne parlent pas de vengeance. Elles parlent de la récupération du droit d'exister. J'ai tout perdu en 10 minutes, mais il m'a fallu 20 ans pour comprendre que la paix est la vraie victoire. Si mon histoire a touché quelque chose en vous, si vous vous êtes déjà battu pour être vu ou avez construit une vie à partir des ruines que quelqu'un a laissées derrière lui, restez avec moi. Laissez un « j'écoute » dans les commentaires. Partagez votre histoire et abonnez-vous. Rappelons au monde que ceux qui restent sont ceux qui font la famille.